fait beaucoup plus chaud ici que dehors, hein. Chers amis, mon cher Jordan, chers députés, chers militants, c'est un immense bonheur que de vous retrouver ici rassemblés. Permettez-moi juste quelques mots pour exprimer à nos compatriotes mahorais notre affection, notre soutien, eux qui sont aujourd'hui au milieu d'un paysage de désolation. Avoir un mot, une pensée, un élan du cœur pour les victimes, pour leurs familles, eux qui sont déjà au milieu de tous les malheurs et qui, depuis quelques heures, en vivent un supplémentaire, confrontés à des problèmes sanitaires, de logement, de sécurité absolument inouïs, qu'ils sachent tout là-bas qu'ici, ensemble, peuple de France, nous pensons à eux. Je vais vous dire, c'est un réconfort de ressentir votre énergie, votre engagement et votre force. Si vous saviez comme cela contraste avec la médiocrité politicienne dont la classe politique a donné le spectacle au cours des dernières semaines. Ah. Nous savions déjà que les responsables des partis politiques qui se disent, ils sont bien d'ailleurs les seuls à se qualifier ainsi, partis de gouvernement, brillaient depuis des années par leur hypocrisie. Mais alors les dernières semaines nous ont confirmé tristement cet état de fait. Or, qu'est-ce donc que la politique, sinon précisément le domaine où plus que tout autre doit régner par-dessus tout le respect de la vérité? Si l'on ne s'astreint pas à cette discipline, qu'on ne s'étonne pas ensuite, bien hypocritement, de la perte de confiance des Français pour leurs dirigeants. Mais je perçois dans ce marasme comme une lueur. Cette raison d'espérer, c'est le parti de la confiance, le parti de la vérité, le seul et l'authentique parti de gouvernement. Et je vais vous faire une confidence, chers amis. Ce parti, je crois que je l'ai aujourd'hui devant moi, car ce parti, c'est vous! C'est pourquoi, mes chers amis, c'est un grand réconfort de vous voir si nombreux, vous les forces vives de la nation, vous les bâtisseurs de notre avenir. Vous n'avez pas pu tous rentrer dans cette salle. Je voudrais aussi lancer un appel affectueux à ceux qui sont dans la salle de retransmission et leur dire que je viendrai les voir tout à l'heure quand même, parce que les pauvres... Mais ils sont là. Ils sont là, nous sommes tous là. Et ce n'est pas un hasard que je vous parle d'avenir, car la question qui nous occupe aujourd'hui est fondamentale pour la capacité de la France à garantir dans les décennies qui viennent sa souveraineté et sa prospérité. Vous l'avez compris, chers amis, j'ai décidé aujourd'hui de venir vous parler de notre agriculture, de nos paysans et de leur contribution essentielle à la cohésion de la nation. En effet, notre capacité à nourrir les Français en garantissant leur capacité de production et la sécurité de leur approvisionnement sera l'une des clés de notre indépendance au XXIe siècle. L'agriculture n'est pas un secteur de l'économie parmi d'autres. Elle est bien plus que cela. Tout d'abord parce que notre indépendance agricole conditionne la satisfaction de la première des souverainetés, l'une des clés de notre capacité à perdurer en tant que peuple. La capacité à subvenir à nos besoins alimentaires et à garantir la sécurité de nos approvisionnements. Vous savez, le général de Gaulle ne s'y trompait pas en déclarant, je le cite, qu'une nation qui ne peut pas nourrir ses enfants n'est pas une nation libre. Ce n'était pas là la parole d'un technocrate hors sol qui prêche l'amour des agriculteurs le matin et signe l'après-midi les accords de libre-échange qui condamnent leur exploitation à une mort certaine. C'était la parole d'un homme qui avait vécu dans sa chair ce que signifiait la perte de souveraineté. C'était un homme qui avait vu de ses yeux la France au bord du précipice, menacée de disparition.
C'était la parole d'un homme pour qui le lien charnel à son terroir était fondé à la fois sur le cœur et sur la raison. Rien n'est plus précieux que ce lien, rien n'est plus dramatique que sa disparition dans l'ensemble de notre classe politique. Si l'agriculture, chers amis, tient cette place si essentielle, c'est aussi parce qu'elle est un pilier de notre identité, de notre patrimoine. Ce n'est pas pour rien que nous ressentons en nous-mêmes, que nous vivions d'ailleurs à la ville ou à la campagne, un lien si profond, si charnel avec nos paysans. Le paysan, disait Bernanos, a les pieds dans la terre, mais son front touche l'éternité. Pour leur travail inlassable, les agriculteurs ne font pas que garantir notre capacité à nous nourrir. Ils sont les aménageurs de chaque jour, les bâtisseurs de chaque instant, les sculpteurs de nos paysages. Ils sont les premiers artisans de la grandeur et de la beauté de la France. Et pour cela, ils méritent notre gratitude et notre respect. Vous le savez, parce que vous en connaissez tous. Cette mission au service du bien commun, ils la réalisent à toute heure et par tous les temps, au mépris de leur droit au repos, au mépris très souvent de leur santé et au mépris parfois, comme en attestent les dramatiques suicides dont l'actualité se fait régulièrement l'écho, de leur vie elle-même. Cette œuvre qu'accomplissent nos paysans, chers amis, est plus que jamais essentielle à l'aube des décennies qui s'annoncent. Je suggère à ceux qui ont des conversations personnelles, éventuellement d'aller les tenir sous la pluie, parce que ce brouhaha est un peu pénible. Chers amis, vous devez regarder autour de vous, c'est essentiel. Partout sur la planète, nous assistons à un retour des tensions liées à des conflits sur les ressources stratégiques, dont font évidemment partie les matières premières agricoles. Parfois, ces tensions prennent la forme de guerres civiles. Et le bouleversement interne, comme lors du printemps arabe en Égypte en 2011, c'est la hausse du prix du blé qui a accéléré et amplifié la mise en mouvement du peuple égyptien, mettant fin à près de 30 ans de pouvoir d'Hosni Moubarak. C'est un blocus alimentaire qui a été la source de centaines de milliers de morts en Irak, il y a quelques décennies, mais aussi dans le terrible conflit que connaît le Yémen depuis 2015 et qui a fait plus de 400 000 victimes. Ce sont des conflits pour l'accès aux eaux de l'Indus, essentielles à la sécurité alimentaire de l'Inde et du Pakistan, qui sont à la source de tensions récurrentes entre deux puissances nucléaires, précisément l'Inde et le Pakistan. Je ne prononce pas ces paroles pour vous annoncer le chaos ou pour défendre une conception nécessairement tragique de l'histoire. Ce serait à l'opposé du sursaut de l'optimisme, de l'esprit de construction que nous défendons pour notre nation. Si je vous dis cela, c'est pour souligner une réalité dont nous devons avoir pleinement conscience. Le XXIe siècle, notre siècle, est déjà le théâtre de luttes croissantes pour l'accès aux ressources stratégiques, la nourriture, l'eau, mais aussi, vous le savez, les minerais indispensables à la transition énergétique. Cette situation nouvelle appelle des dirigeants nouveaux, capables d'en tirer les leçons et d'initier avant tout à l'échelon national les politiques de puissance et de souveraineté qui permettront de garantir la prospérité et la pérennité de leur peuple. L'enjeu est ici politique. Au sens le plus fort du terme, il est existentiel. La France n'échappe pas à cette règle. Notre agriculture et nos paysans conditionnent notre capacité à perdurer et à peser dans le concert des nations. Notre agriculture et nos paysans sont au centre de nos ambitions pour la France en matière de recherche et d'innovation. Elles seront essentielles pour lutter contre le dérèglement climatique et nous y adapter. Notre agriculture et nos paysans sont essentiels à la préservation, à la valorisation de notre patrimoine environnemental et paysager et de nos terroirs. Et malgré ces réalités évidentes, depuis 30 ans, les dirigeants européens et français n'ont eu de cesse de saccager notre compétitivité et notre souveraineté agricole. Le premier de ces symptômes, le premier symptôme de notre affaiblissement, c'est la dramatique faiblesse du niveau de vie de nos agriculteurs. Ce n'est pas une vue de l'esprit, les chiffres ne mentent pas. Aujourd'hui, le salaire médian d'un agriculteur est inférieur de moitié à la moyenne nationale, à peine plus de 1 000 €.
pour des semaines de 70 heures de travail avec un niveau de pénibilité auquel un militant écologiste des beaux quartiers ne résisterait sans doute pas plus de quelques jours. Aujourd'hui, le taux de pauvreté des éleveurs de bovins français est près de 2 fois supérieur à la moyenne nationale, 25%. Aujourd'hui, avec moins de 400 000 exploitations, 10% de moins qu'il y a 10 ans, l'agriculture française vit un véritable plan social au long cours aussi terrible que silencieux. Et le plus préoccupant, c'est que cette saignée sociale s'est accompagnée d'un effondrement de notre balance agricole. En 20 ans, son excédent a été divisé par plus de 2. La France, notre terre agricole historique, qui était la ferme de l'Europe jusqu'au début des années 2000, est passée du 2e au 6e rang des exportateurs mondiaux, derrière l'Allemagne, derrière les Pays-Bas, pays pourtant considérablement plus petits que le nôtre. Je le dis avec gravité, cette situation ne résulte pas d'un soi-disant sens de l'histoire. Elle ne résulte pas de phénomènes telluriques que nous serions condamnés, ballottés par les vents, à subir avec résignation. Il faut le rappeler, cette situation résulte de choix politiques désastreux. Alors, c'est évidemment un motif d'espoir. Ne l'oublions jamais, ces choix doivent et surtout pourront être corrigés demain par des dirigeants politiques compétents et responsables dans le cadre d'une grande alternance patriote et sociale. Une alternance qui mettrait à Matignon, par exemple, je sais pas, je lance l'idée, non pas Lucie Castet, non pas Olivier Faure, non pas Laurent Wauquiez, pas même François Bayrou. Mais par exemple, Jordan Bardella. Mais, vous savez, le fait qu'il s'agisse de choix est aussi un motif de colère, pleinement légitime. Parce que qui dit choix, dit responsabilité des dirigeants. Et le fait que notre agriculture aille de crise en crise n'est dû qu'à une seule chose, la faillite collective du personnel politique français qui, de concert, a accompagné ce déclin agricole, l'a facilité, l'a accéléré, en faisant mine, bien sûr, de le déplorer. Lorsque la France s'est engagée dans la politique agricole commune en 1962, ses principaux objectifs étaient de garantir un niveau de vie décent aux producteurs européens via le système des prix garantis, mais aussi d'assurer notre autonomie alimentaire. Depuis 30 ans, l'Union européenne a progressivement abandonné ces objectifs. Elle ne l'a pas fait seule. Elle l'a fait avec le consentement de l'ensemble de la classe politique française dès les années 90. Tous se sont unis pour faire de cette politique que Charles de Gaulle avait veillé à construire comme une politique de puissance et de souveraineté, une politique de faiblesse et de trahison, qui a consisté en une grande braderie, sacrifier l'agriculture française en contrepartie des excédents commerciaux de l'industrie allemande. Alors, il faut rappeler sans cesse les causes de cette tragédie. C'est avec l'assentiment de la Commission et des dirigeants français que la PAC est devenue non plus un outil de protection, mais un outil d'adaptation à marche forcée des producteurs européens aux exigences de la compétition mondiale. Ça remonte à 30 ans. C'est avec l'assentiment de la Commission et des dirigeants français que les accords de libre-échange se sont multipliés. Canada, Mexique, Nouvelle-Zélande, Chili. Et aujourd'hui, alors que depuis des années, les agriculteurs de l'Europe entière réclament son abandon, le dernier né d'entre eux, sans doute le plus honteux, le Mercosur. Je le dis encore avec gravité. Avec la signature scélérate d'un accord dont personne, pas un Français, pas un agriculteur ne veut, la Commission européenne a franchi un nouveau cap dans son entreprise de dépossession démocratique. Hier, la Commission estimait encore devoir demander l'avis aux États avant de conclure de tels accords. Aujourd'hui, elle envoie directement Mme von der Leyen signer l'arrêt de mort de nos producteurs à l'autre bout du monde contre l'avis des élus de la nation. Et en même temps qu'elle ouvre nos frontières, elle soumet nos producteurs à des normes de plus en plus absurdes, de plus en plus toxiques,
qui ruine notre compétitivité. Voilà l'Europe de Mme von der Leyen. Voilà l'Europe de M. Macron. Il y a encore plus grave que ça. C'est pour ça que je parle de trahison nationale. Aucun membre de l'exécutif français n'a contesté ces normes lors de leur élaboration à Bruxelles depuis 30 ans. Ce n'est pas qu'on se défend mal, c'est qu'on ne se défend pas du tout. Aucun non plus n'a contesté leur inscription dans notre droit interne et aucun, cela va sans dire, n'a contesté les surtranspositions massives par lesquelles l'administration française elle-même, comme dans une grande mise en scène de son zèle fédéraliste, a soumis nos agriculteurs à la concurrence déloyale, y compris de nos voisins européens. De la gauche radicale, soumise au délire normatif imposé par les écologistes, jusqu'à la droite, tous ont concouru à engager notre pays dans cette fuite en avant, sans considération pour nos pertes de revenus et de souveraineté. Je vous le dis franchement, c'est une honte nationale. Alors, bien sûr, mes amis, alors que l'encre du Mercosur n'a pas encore fini de sécher, ils cherchent désormais tous à prouver, la main sur le cœur, qu'ils ont tout fait pour l'empêcher. Eh bien, moi, je ne laisserai pas ces mensonges prospérer. Il faut bien le dire. Je ne sais pas trop s'il faut en rire ou en pleurer de voir les dénégations entendues depuis plusieurs semaines de la part de tous les co-auteurs du Mercosur, parce que ça confine quand même au génie théâtral. À ce degré, ce n'est plus le bal des hypocrites, c'est une véritable kermesse. Le premier d'entre eux, bon, évidemment, le premier d'entre eux, c'est bien sûr Emmanuel Macron. Ça, c'est vraiment mérité. Sans doute enivré par la complexité dialectique de son célèbre « en même temps », notre président aura été le pathétique transformiste de la trahison des agriculteurs français. Alors lui, il a tenu le stylo du Mercosur, qu'il soutenait depuis 5 ans en disant que c'était un bon accord, respectant nos normes environnementales et sanitaires, après avoir refusé d'exiger la moindre clause miroir, après avoir bradé nos intérêts, eh bien Emmanuel Macron s'est mué en un ardent défenseur de notre souveraineté, mettant l'opinion en garde contre les dangers du Mercosur. Ces dangers, comme il semble les avoir oubliés, on va quand même lui rappeler. Parce qu'il y a d'abord la saturation de nos marchés. 180 000 tonnes de volailles, 190 000 tonnes de sucre et surtout 110 000 tonnes de viande bovine qui viendront s'ajouter aux 200 000 tonnes déjà importées en Europe à des tarifs douaniers préférentiels. C'est un clou supplémentaire dans le cercueil de nos exploitations bovines. Et puis la santé, notre santé, la santé des consommateurs français, avec des produits gorgés de substances nocives, parfois interdites en France depuis plus de 20 ans, ainsi que des antibiotiques activateurs de croissance. Comme si, au nom d'un libre-échangisme aussi aveugle que dépassé, on pouvait menacer la santé publique. Et puis c'est enfin un danger environnemental, avec des produits qui vont parcourir jusqu'à 10 000 km dans des porte-containers avant d'arriver sur notre sol, alors que les importations représentent déjà la moitié de l'empreinte carbone de la France. Mais Emmanuel Macron n'était pas seul, loin de là, à défendre cet accord. Tous ses alliés lui ont emboîté le pas au cours des dernières années. Alors, pas de malentendu, hein. Par les temps qui courent, on ne sait jamais. Quand je dis ses alliés, je ne parle pas du PS, je ne parle pas des Verts, je ne parle pas du Parti communiste français, je parle de LR, les Républicains qui, à l'unisson de notre président, ont lancé de vibrantes sérénades en soutien à nos agriculteurs. Et il y en a un parmi eux dont la réaction a été particulièrement honteuse par son hypocrisie et son degré de malhonnêteté, c'est M. François-Xavier Bellamy. Alors, moi j'ai commencé par vous dire à quel point la politique devait être le domaine où plus que tout autre on doit dire la vérité. Il est donc particulièrement honteux de voir M. Bellamy, qui se prévaut justement d'un sens moral et de valeurs particulièrement élevées, tenter de s'acheter une image de défenseur de nos producteurs. Monsieur Bellamy, qui siège, je le rappelle, dans le même groupe au Parlement européen que Madame von der Leyen,
qui a voté pour la désigner comme présidente de la commission, qui a accepté par son vote tous les membres de son collège de commissaires, dont le commissaire à l'agriculture, qui défend le Green Deal, la décroissance agricole et le Mercosur. Eh bien, M. Bellamy prétend nous accuser d'avoir facilité par la censure du gouvernement la signature du Mercosur. Mais rien n'est plus mensonger, parce que cet accord, et tous les Français l'ont compris, en réalité a été décidé et élaboré depuis des années. Sa signature était actée depuis des mois. Vous imaginez bien que Mme von der Leyen, voyant le vote de la censure, s'est pas précipitée dans un avion en faisant venir tous les dirigeants des pays concernés en disant « Vite, 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 on se dépêche là, il faut aller signer !» Mais ils prennent les Français pour des demeurés quand ils racontent ce genre de choses. Ce mensonge, M. Bellamy n'a pas été le seul à le répandre. Il y a eu aussi un autre personnage qui, pour le coup, ce serait dans son cas assez incongru, ne se prévaut pas de haute valeur morale. C'est Gabriel Attal. Alors, M. Attal, lui, il a entrepris de raconter, et avec lui tant de ministres et de députés, que la censure du gouvernement de Michel Barnier allait compromettre le versement d'aides à nos agriculteurs qui en ont tellement besoin. Vous savez, cette affaire, à quoi elle me fait penser, la manière dont ils réagissent? Elle me fait penser à l'époque du Brexit. À l'époque où, en réalité, il fallait faire payer aux Britanniques le fait d'avoir voté pour le Brexit. Eh bien là, ce qu'ils veulent, c'est faire payer aux Français, aux électeurs français, le fait qu'une majorité de députés à l'Assemblée nationale ait voté pour la censure. Et je suis sûr que dans les semaines qui vont venir, vous verrez, ils empêcheront le passage d'un certain nombre de textes urgents qui visent à mettre en place des aides qui ont été effectivement mis de côté en raison du projet de loi de finances qui n'a pas été voté, mais qui pourrait être revoté dans les quelques jours qui viennent. Eh bien, vous verrez qu'ils feront tout pour empêcher cela, pour, en réalité, vous punir. Voilà. C'est la manière dont ils dirigent notre pays. Alors, évidemment que c'est un mensonge hanté, puisque toutes ces aides, soutenues depuis des mois, d'ailleurs par le Rassemblement national, seront votées par le Parlement dans les prochaines semaines. Mais c'est aussi une honte, parce que les mesures promises par M. Attal à nos agriculteurs il y a près d'un an, et qui ne dépendaient que de sa volonté, pour le coup, n'ont même pas été appliquées à ce jour à moitié. Et au-delà de la classe politique, je regrette aussi qu'un syndicat agricole, qui se reconnaîtra, ait pu contribuer à propager ces mensonges contre notre mouvement. Alors même que le Rassemblement national est le seul parti non seulement à avoir défendu nos agriculteurs en toutes circonstances, mais de surcroît à ne pas se contenter, à la différence de certains des dirigeants du syndicat en question, de mesures qui ne sont que des antalgiques visant à faire baisser la douleur sans s'attaquer aux causes de la maladie. Le libre-échange débridé, l'absence de dispositifs garantissant des prix rémunérateurs, l'absence de priorité nationale dans les marchés publics, la concurrence déloyale, les fraudes. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler à ce syndicat, dont le nom commence par F et se termine par A, qu'il nous expliquait pendant des années, avec insistance, que l'Union européenne et les accords de libre-échange représentaient une chance unique pour la France, pour ses exportations et pour ses producteurs. En ce domaine, comme dans tous les autres, pas de parole, des actes. Notre seul et unique motif, vous le savez, dans la période actuelle, c'est de vous protéger. Il y a maintenant 10 jours, le Rassemblement national a pris une décision à l'Assemblée qui était de censurer le gouvernement Barnier. Pour vous protéger. Pour vous protéger. Protéger nos 11 millions d'électeurs, mais pas seulement. Protéger 68 millions de Français. Vous protégez des... Vous protégez des 40 milliards. Je
pense qu'en regardant la télé, vous avez bien compris que tous les partis essayent de se protéger eux-mêmes. Combien on va avoir de ministères et est-ce qu'on va sauver notre peau aux prochaines législatives, etc. Rassemblement national n'est pas dans cet état d'esprit. S'il avait été dans cet état d'esprit, le Rassemblement national, mais il aurait sauvé le gouvernement Barnier. Il nous en aurait été éminemment reconnaissant. Ils auraient mangé dans notre main, on aurait pu leur demander n'importe quoi. Sauf que ça n'est pas pour ça qu'on s'est engagé en politique. On s'est engagé en politique pour vous défendre, vous. Et on voulait vous protéger des 40 milliards d'impôts supplémentaires. Vous protéger de la poursuite de la saignée sociale. Vous protéger de la hausse continue des prix de l'énergie. Vous protéger de l'immigration toujours plus massive. Parce que là encore, s'attaquer, comme le fait M. Retailleau, aux conséquences de l'immigration hors contrôle est une chose. Mais si vous ne vous attaquez pas aux causes, à l'attractivité qui est celle de notre pays pour l'immigration, aujourd'hui, à l'absence de maîtrise de nos frontières, eh bien, en réalité, on en revient au paracétamol. Au paracétamol, pour que la fièvre ne soit pas trop douloureuse, il n'en demeure pas moins que s'il y a de la fièvre, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez ? Voilà. Alors, cette censure, nous l'avons décidée avec calme, avec détermination, et en vous voyant ici cet après-midi, si nombreux, si forts, et en observant en miroir l'étalage de médiocrité et de bassesse de nos opposants politiques, cette décision, je ne la regrette pas un seul instant. Vous avez vu qu'en 10 jours, là, tous les partis de Tartuffe se sont mués en ce que j'appelais, dès le mois de juin dernier, en un véritable parti unique. Ce parti unique, qui était déjà une entente électorale contre nature, ils l'ont poussé au bout de sa logique en construisant une méprisable coalition des contraires, prête à tout pour s'attribuer des postes ministériels. Tous ensemble, ils sont en train de se coaliser dans un seul but, durer. Durer, se coopter, gouverner, ou plutôt jouer à gouverner, car ils ne sont plus maîtres de rien. Tant pis, s'ils n'ont plus comme seule perspective que la constitution d'un gouvernement des partis où l'on se répartit portefeuille et marocain comme sous l'Ancien Régime, on se distribuait les charges et les décorations. Je vous le dis, chers amis, le temps de ce système politique qui feint le désaccord alors qu'il unit chaque jour ses forces contre les intérêts des Français. Ce système politique qui se prévaut de la morale et de la responsabilité alors qu'il est à la fois immoral et irresponsable, ce temps arrivera bientôt à son terme. Par votre force, par votre nombre, par votre amour de la nation. Par votre amour de la nation, vous êtes précisément en train de le démontrer. Et c'est votre force qui nous permet chaque jour de nous rapprocher un peu plus de cette grande alternance attendue par le peuple de France. C'est là la France que vous incarnez. C'est là la France que nous défendons. La France qui bosse, la France qui mérite, la France qui relève fièrement la tête, la France qui regarde l'avenir. Cette France, c'est vous! Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire avant de laisser la parole à Jordan. Je vais vous dire mon enthousiasme, je vais vous dire mon optimisme, ma confiance, ma détermination. Ne laissons plus jamais nos ambitions pour la France être exclues de la vie démocratique. Ne laissons plus jamais prospérer les mensonges, les calomnies et les procès en irresponsabilité, car nous sommes le parti de la raison et de la reconstruction. Vous savez, souvent, je vous croise, et certains d'entre vous me disent « Vous êtes notre seul espoir ». Vous êtes notre seul espoir. Merci à tous. Vive la République et vive la France!